Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une partie d'un atelier pratique que j'avais présenté au congrès de médecine physique et réadaptation de la SOFMER qui avait lieu à Lille du 14 au 16 octobre 2021. On va uniquement présenter aujourd'hui la partie sur l'infiltration de l'épaule. Avant de commencer, on a eu ces dernières années une véritable évolution du matériel d'échographie dans le champ musculo-squelettique, avec tout d'abord une miniaturisation du matériel, puisqu'on est passé des gros échographes du service de radiologie à des échographes portables, voire même des échographes ultra portables, dont la qualité d'image s'est là aussi véritablement améliorée. De plus, avec cette miniaturisation du matériel, on a eu l'apparition de sondes de haute fréquence et de très haute fréquence qui permettent un champ large d'exploration musculo-squelettique. Avant de faire des infiltrations sous échographie, les règles à respecter, pas d'alcool pour ne pas abîmer la sonde d'échographie, une infiltration avec masque et gants stériles. Parfois, on est amené à infiltrer des gens sous anticoagulants. Il y a quelques règles à respecter, mais je ne vais pas les développer ici. Ensuite, on infiltre en général avec des protections de sonde et du gel stérile. Voici un exemple d'infiltration en pratique avec sur ce plateau un container pour les aiguilles, le dérivé cortisonné, de quoi désinfecter, la sonde et le gel stérile et les gants stériles. Alors quel type d'aiguille utilisons-nous? Les aiguilles roses 18 gauges type trocar vont être utilisées uniquement pour les ponctions de kystes poplitées, puisque c'est un liquide synovial épais qui nécessite une aiguille de gros calibre pour pouvoir être ponctionné. Sinon pour l'épaule, on va utiliser une aiguille intramusculaire verte de 21 gauges. Les aiguilles oranges de 25 gauges vont être plutôt utilisées pour la main, poignet, tendon de la main. Et enfin, dans de rares cas, on peut utiliser des aiguilles APL de 22 gauges pour des infiltrations gléno-humérales ou gouttières du biceps. C'est des gens relativement ronds qui nécessitent une longueur d'aiguille très importante. Faire toujours attention à l'état infectieux en cours avant de réaliser une infiltration de dérivés cortisonnés. Pensez à vérifier s'il n'y a pas une infection dentaire, un panarrhée, une bronchite pour laquelle il conviendrait de reporter le geste puisque le dérivé cortisonné pourrait aggraver la situation infectieuse en cours. Quel type de produit cortisonné utilisons-nous? La plupart du temps, on utilise du diprostène, de la bêtaméthasone acétate, qui a une durée d'action d'environ 45 jours et qui peut être utilisé à la fois en intra-articulaire, mais également surtout en périarticulaire, c'est-à-dire pour la bourse séreuse sous-acrono-deltoïdienne. À titre d'exemple, l'hexatrione, hexacétonide de triamcinolone, lui, ne peut être utilisé qu'en intra-articulaire strict et ne peut être utilisé en périarticulaire, tout comme le Kenacort au retard. L'hydrocortencyle, acétate de prednisone, a lui une durée d'action beaucoup plus faible que le diprostène, avec une durée d'action de 8 jours. Il peut être utilisé en intra et en périarticulaire. On va plutôt le préférer chez les patients diabétiques, puisque la faible durée d'action va provoquer un dérèglement de la glycémie moins important que le diprostène. On l'utilise également parfois quand on a besoin d'un effet volume important, puisque ce sont des flacons de 5 ml. Les techniques d'injection, il y en a deux. La technique outplane, où en fait le faisceau d'ultrasons va croiser l'aiguille, et donc on va uniquement visualiser le croisement du faisceau d'ultrasons avec l'aiguille. C'est une technique qui est rapide mais moins précise puisque elle va uniquement visualiser le croisement du faisceau d'ultrasons avec l'aiguille et non pas le biseau. Ici, par exemple, sur cet exemple, eh bien, on va uniquement visualiser le croisement alors que le biseau se trouve bien au-delà. Alors, votre angle d'attaque, il va devoir être différent selon la profondeur désirée. Quand on veut infiltrer quelque chose de très profond, on va avoir un angle
relativement faible, presque parallèle à la sonde d'échographie, pour que le croisement avec le faisceau d'ultrasonore s'effectue de manière plus profonde. Sur quelque chose de superficiel, l'aiguille va être pratiquement perpendiculaire à la sonde pour avoir un croisement très superficiel. La deuxième technique d'injection que l'on va utiliser dans les infiltrations de la bourse séreuse acromiodeltoïdienne et dans les infiltrations gléno-humérales est la technique in-plane, où là en fait on va visualiser l'ensemble de l'aiguille et notamment le biseau qui doit être le plus possible parallèle avec le faisceau d'ultrasons. On n'est pas dans le croisement comme avec la technique outplane où on visualise uniquement le croisement d'une aiguille perpendiculaire au faisceau d'ultrasons. Là, on est parallèle au faisceau d'ultrasons et on va visualiser les artefacts de réverbération de l'aiguille. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus précise, avec ici un extrait de cet excellent ouvrage Infiltration éco-guidée en pathologie musculo-squelettique d'Henri Guérini, où vous voyez que plus l'aiguille va être parallèle au faisceau d'ultrasons, mieux vous allez la visualiser grâce aux artefacts de réverbération. A contrario, si vous avez une obliquité de l'aiguille trop importante, par exemple sur une gouttière bicipitale, eh bien vous verrez beaucoup moins l'aiguille. Donc une technique qui est beaucoup plus précise, mais qui a comme contrainte nécessite d'avoir un aspect très parallèle de l'aiguille par rapport au faisceau d'ultrasons pour pouvoir augmenter la précision du geste. Premier exemple donc sur les infiltrations de l'épaule, l'infiltration de la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne. Les indications sont préférentiellement la bursite d'épaule, mécanique par exemple, sur un contexte micro-traumatique, au printemps, le taille-haie, la tronçonneuse, un excès d'activité physique sur l'épaule. Deuxième indication, l'épaule aiguë hyperalgique, c'est-à-dire la migration d'une calcification intratendineuse avec par exemple une calcification du tendon du supraépineux qui va migrer dans la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne, provoquer une bursite aiguë hyperalgique. Troisième indication, le conflit sous-acromial avec ou sans tendinopathie. Enfin, la tendinopathie calcifiante pour laquelle on envisage de réaliser une kinésithérapie et pour laquelle on voudrait obtenir une indolence afin de faciliter la kinésithérapie. Donc la position pour réaliser ce geste infiltratif sous écho, c'est une position en décubitus dorsal avec le dos de la main sous la fesse du patient et l'aiguille va arriver ici directement entre les deux feuillets de la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne. On va mettre de la xylocaïne qui va hydrodisséquer cette bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne pour permettre ensuite l'infiltration du dérivé cortisonné. Voici la position du geste. C'est une photo d'illustration puisque vous remarquez, j'ai pas de gants ni de protection de sonde. Donc dos de la main sur la fesse, placement de la sonde en regard de la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne et puis passement de l'aiguille. Voici en vidéo le geste infiltratif avec l'aiguille qui va pénétrer ici entre les deux feuillets de la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne. On hydrodissèque avec de la xylocaïne pour pouvoir gonfler la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne. Une fois qu'on a gonflé la bourse séreuse acromiodeltoïdienne, on peut injecter le dérivé cortisonné. Voici donc l'infiltration de la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne avec un dérivé cortisonné. Les indications, je le rappelle, la bursite séreuse sous-acromiodeltoïdienne, l'épaule aiguë hyperalgique sur migration de calcification et le conflit sous-acromial avec la plupart du temps une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Deuxième type d'infiltration, cela va être la gouttière bicipitale avec en général l'indication principale c'est la ténosynovite du long biceps. On peut parfois infiltrer la gouttière bicipitale dans des cas d'omarthrose si la voie postérieure est impossible en raison d'une ostéophytose postérieure très importante rendant l'accès gléno-huméral postérieur impossible. Parce que vous savez que la gouttière bicipitale est intra-articulaire, le long biceps s'insère sur le pôle supérieur de la glène
et un trajet intra-articulaire dans la gouttière avant de sortir de celle-ci. Donc on peut infiltrer pour une omarthrose la gouttière bicipitale en étant sûr d'être intra-articulaire. C'est une technique qui est parfois difficile parce qu'elle nécessite un angle important ou une longueur d'aiguille importante. Et l'on peut parfois donc utiliser des aiguilles APL, à ponction lombaire, qui vont rendre le geste plus facile. Voici un schéma tiré de l'ouvrage Infiltration éco-guidée en pathologie musculo-squelettique d'Henri Guérini, où on voit bien le geste à faire, où on va infiltrer la gouttière du biceps avec ici le ligament huméral transverse, l'aiguille qui arrive dans la gouttière. Vous remarquerez qu'on essaie toujours d'avoir un trajet le plus possible parallèle au faisceau d'ultrasons pour bien visualiser l'aiguille. Donc on va éviter d'avoir une aiguille, un trajet avec une obliquité trop importante qui va rendre difficile la visualisation. Voici en vidéo la gouttière du biceps et vous allez visualiser l'aiguille qui arrive dans la gouttière du biceps et qui va expandre celle-ci lors du geste infiltratif avec là aussi toujours de la xylocaïne, puis dans un deuxième temps dérivé cortisonné. Alors faire attention lors de cette infiltration à ne pas injecter en intratendineux, ce qui pourrait avoir pour conséquence une rupture du tendon proximal du biceps, qui la plupart du temps ne va pas être négative en termes de douleur pour le patient, puisqu'on appelle ça une rupture salvatrice du tendon du long biceps. Elle va diminuer les douleurs, puisque dans ce cadre de ténosynovite du long biceps, par exemple secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs, le premier geste du chirurgien après la bursectomie, c'est la ténotomie du tendon. Donc ça va être une rupture salvatrice qui va diminuer les douleurs, mais le patient doit être prévenu de la possibilité d'une gêne esthétique avec une bosse, un signe de Popeye correspondant à l'abaissement du long biceps. Voici l'infiltration avec l'aiguille dans la gouttière, l'injection de xylocaïne. Vous remarquerez bien que le biseau de l'aiguille est situé en dessous du tendon du long biceps pour éviter d'infiltrer en intratendineux. Autre infiltration réalisée très fréquemment dans les pathologies de l'épaule, c'est l'infiltration gléno-humérale que l'on va réaliser dans les omarthroses, mais surtout, et si vous avez suivi la vidéo intitulée Actualité sur le traitement de la capsulite rétractile et qui est présente sur cette chaîne, c'est vraiment le traitement de choix de la capsulite rétractile très raide, l'infiltration gléno-humérale par voie postérieure, où l'on va parfois utiliser une aiguille APL chez le patient rond. Donc cette infiltration s'effectue sur un patient en décubitus latéral avec le bras en adduction le long du thorax. L'aiguille va rentrer ici à travers le tendon de l'infraépineux pour rejoindre le cul-de-sac articulaire juste en avant du bourrelet gléno-huméral. Voici schématisé sur là aussi l'ouvrage de Henri Guérini, l'aiguille qui va pénétrer à travers l'infraépineux pour rejoindre la cavité articulaire en prenant soin d'être à distance du labrum afin de ne pas le léser. Voici sur un schéma d'anatomie en 3D une vue postérieure de l'articulation de l'épaule avec le trapèze, l'infraépineux, le petit rond, le chef long du triceps, le grand rond. Et donc on va injecter ici par voie postérieure à travers l'infraépineux pour atteindre la capsule articulaire. Voici exactement le geste avec l'aiguille qui pénètre la capsule articulaire. Elle doit arriver dans la capsule entre cette zone et celle-ci, pas plus profond pour éviter de léser le labrum, ici le bourrelet glénoïdien, avec ici la glène osseuse, la tête humérale, l'infraépineux et le deltoïde postérieur. On va voir l'infiltration en vidéo avec l'aiguille qui pénètre dans la cavité articulaire,
qui expand la cavité articulaire avec quelques millilitres de xylocaïne. Et puis on injecte le dérivé cortisonné. Donc pour résumer, l'infiltration gléno-humérale par voie postérieure, l'indication, cela va être la diminution des amplitudes articulaires passives correspondant le plus fréquemment dans une capsulite rétractile, mais également la diminution des amplitudes articulaires passives et la douleur dans le cadre d'une omarthrose d'épaule. Enfin, le dernier geste infiltratif sur l'épaule, c'est l'infiltration acromioclaviculaire. L'indication, c'est des douleurs acromioclaviculaires, arthropathie, soit dégénérative dans le cadre d'une épaule arthrosique, soit une arthropathie microtraumatique ou post-traumatique dans le cadre d'entorses acromioclaviculaires à répétition. Chez les sportifs, par exemple, les rugbyman sur des entorses post-plaquage ou l'handballeur sur des chutes sur le moignon de l'épaule. Deux types d'injections sont possibles, soit l'injection dans le plan de la capsule articulaire, soit l'injection en outplane, donc perpendiculairement à la capsule articulaire. Là, ça dépend vraiment des équipes et des facilités de chacun. Donc là, c'est une infiltration qui va avoir lieu avec la technique outplane, où on a ici l'acromion, ici la clavicule, la capsule articulaire, et vous allez aller voir l'aiguille pénétrer dans la capsule articulaire avec un point blanc qui va apparaître. Ce point blanc correspond à ce qui s'appelle le type écho, c'est-à-dire le tout début du croisement de l'aiguille avec le faisceau ultrasonore. Voici la vidéo est lancée. Le point blanc qui apparaît correspondant au type écho. Nous sommes bien dans la capsule articulaire acromioclaviculaire. J'ai mis la vidéo en boucle pour vous permettre de prendre le temps de bien visualiser le type écho. Une fois que vous avez le type écho visualisé, vous pouvez réaliser votre geste infiltratif. Je vous remercie de votre attention.